Bonjour, c'est Cryptolis, bienvenue dans la quotidienne, notre rendez-vous de 8h, du lundi au vendredi pour analyser les news crypto, l'état du marché et voir un petit peu ce qui s'est passé et ce qui va se passer sur le Bitcoin. Alors, au niveau des nouvelles, nous avons déjà une première nouvelle, c'est qu'il y a eu un drama autour de Twitter, notamment dans la communauté de Phantom FTM avec le départ d'Anton, où il y a eu peut-être aussi une mauvaise communication. On a eu l'impression qu'il y a un certain nombre d'applications qui étaient terminées, donc qui étaient clôturées avec son départ. Mais en l'occurrence, il se trouve que ce n'est pas le cas. C'est tout simplement son travail sur ces applications-là qui se termine étant donné qu'il part, et il fait en tout cas un break de la communauté Phantom et du développement qu'il effectue autour de cette communauté-là. Il y a eu quand même une série de communications par la suite qui ont permis de réajuster ça, mais derrière on a eu quand même une grosse chute de Phantom qui s'est effectuée et de beaucoup d'applications qui étaient citées dessus se sont totalement retrouvées dans le rouge et on voit quand même que ça tient à pas beaucoup de choses. Ça tient vraiment à pas beaucoup de choses. Il suffit qu'un membre fondamental emblématique parte, alors que ça reste une équipe, hein, on est bien d'accord. Phantom, derrière, c'est un ensemble de développeurs qui sont justement sur le projet, mais il suffit qu'il y ait un membre qui fasse une communication de départ par rapport à ça, on se retrouve quand même avec un impact majeur. Et c'est là où on se rend compte vraiment de l'impact de la communauté et de la force de la communauté. Quand je vous présente mes vidéos sur Phantom, je vous dis tout le temps que Phantom, moi, ce qui me touche énormément par rapport à ça, c'est la communauté qui est derrière Phantom et qui pousse les différents projets. Et on voit que il suffit de 2-3 nouvelles pour que derrière on ait un impact fort. Après, ça s'est remonté, il n'y a pas eu de problème derrière, il n'y a pas un écroulement de Phantom, loin de là, ça a permis de rentrer, si vous avez suivi un petit peu, en tout cas à moindre frais, vous avez pu quasiment gagner 60% par rapport de rabais sur le plus bas. Bref, ça n'empêche que on reste excessivement bullish sur Phantom. On a un départ d'un des membres fondateurs qui fait un break parce que aussi je pense que c'est excessivement chronophage. C'est un break aussi qui est effectué sur la DeFi, pas que sur le projet en lui-même mais sur les projets annexes. Et il faut juste garder ça en tête. L'autre nouvelle que je voulais vous donner, c'est que FTX supporte Terra UST. Donc c'est excessivement bullish pour en tout cas Terra Luna. Et c'est quelque chose qui me conforte sur le fait que Terra va avoir un rôle au fur et à mesure d'assets synthétiques et de créateurs d'assets synthétiques, et c'est plus ou moins la vision que j'ai pour cette blockchain sur les 2 ans qui viennent et asseoir justement son image là-dessus. C'est tout pour les nouvelles aujourd'hui, on va attaquer directement la partie technique. Rejoins-nous sur Discord, tu y retrouveras notamment ma stratégie d'investissement qui est disponible gratuitement. Je montre comment je construis mon bag, le fonctionnement de mes optimisations, quand acheter, quand vendre, tout pour éviter justement les principaux pièges. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. Sur la partie technique, on fait un petit rappel habituel où on en est sur le Bitcoin. Nous sommes sur une vague 1, vague 2, vague 3 d'Elliott. Vague 3 qui s'est terminée en avril 2021. Nous sommes dans un retracement de 4. En tout cas, c'est la schématique que je vous présente depuis un certain temps et qui n'est toujours pas invalidée. Et sur cette vague 4, nous avons un A, B, C, avec à l'heure actuelle sur le point le plus bas, le A qui est égal au C. Pour l'instant, nous sommes là-dessus. Néanmoins, étant donné que nous avons fait une extension sur la B en dessus, on peut attendre une extension de la C, et surtout que nous avons un equal low qui se trouve à 29 000 $, avec une poche de liquidité en dessous et un gap baissier à aller combler. Il y a un intérêt à faire un plus bas, et donc on garde encore cette idée, et c'est ce qu'on défend pour l'instant tant qu'on n'a pas d'invalidation. Nous avons cette C qui est découpée en 5 vagues, 1, 2, 3, 4, nous sommes dans la 4e, nous attendons la 5e pour pouvoir aller chercher les liquidités en bas. Cette 4e, sous-vague de la vague C, est découpée elle-même en 3 vagues, A, B, C, et là, toute la question qui se pose, c'est est-ce que nous avons terminé cette dernière vague ici, qu'on entame justement la vague 5, ça on va le déterminer tout de suite avec notamment une cassure des 34 500, donc casser le plus bas du ST, et pour pouvoir justement valider. Qu'est-ce qui invaliderait ce scénario là? La première chose qui l'invaliderait, c'est notamment
une cassure franche, donc avec une bougie daily, idéalement, au-dessus des 52 250. Là, on se poserait des questions, en effet, sur un départ de vaccins, et ça, je vous présenterai des nouveaux scénarios si jamais ça se prévoit, parce qu'en l'occurrence, on les a et on se les prépare depuis un certain temps. Néanmoins, dans le scénario actuel qui n'est toujours pas invalidé, nous avons ici une accumulation de Wyckoff, avec un psi SC, AR, ST, AR, donc nous avons une création de liquidité. Je vous explique depuis quasiment 15 jours que le marché en lui-même n'a pas de liquidité. À l'heure actuelle, suite à cette chute qui s'est effectuée, l'instabilité politique et tout ce qui se passe autour, nous avons une perte de liquidité massive qui se trouve d'un côté institutionnel, où on a une fuite des institutionnels du marché et de l'exposition aux produits, aux actifs risqués, notamment comme le Bitcoin, et au niveau des retail, nous n'avons pas de FOMO, donc forcément, nous n'avons pas de liquidité. Et ce qui est intéressant, c'est que cette schématique de Wyckoff d'accumulation a pour but de créer de la liquidité, tout simplement pour pouvoir après faire des mouvements. Donc qu'est-ce qui se passe dessus? On crée une zone ici de résistance, on crée une zone de support, et le principe c'est d'aller monter en haut, prendre la zone de liquidité par exemple, redescendre, prendre une incursion dans le SC, donc c'est-à-dire faire un plus bas, prendre la liquidité ici, donc ce qu'on appelle le STB, remonter, refaire une prise de liquidité plus bas, donc prendre la liquidité du dernier plus bas qui a été fait, et ensuite partir. La prise de liquidité en top n'est pas forcément obligatoire d'être effectuée avant, elle peut être faite avant ou après, mais néanmoins, là, on a quand même quelque chose de très propre au niveau de Wyckoff qui est en train de se mettre en place. Donc on a une intention haussière du cours, donc on voit qu'on est en train de préparer ça, mais forcément, on doit avoir des prises de liquidité, donc on doit avoir des plus bas qui sont effectués, ce qui serait cohérent avec cette cinquième vague. Donc c'est un petit peu ce qu'on a en tête depuis un certain temps, et qu'on voit quand même que ça suit pas mal de choses, et on va regarder où ça en est. Pour que ça se valide, et ça c'est très important, pour que tout se valide dessus, il est impératif d'aller, à minima, casser ce ST, d'accord? Nous devons casser ce ST qui a été effectué à 34 500. Si nous ne cassons pas ce ST, de base, on ne va pas aller chercher le SC, et donc, ça veut dire que potentiellement, on n'a pas encore terminé la schématique, et qu'on n'ira peut-être pas ça, et donc on partira sur une nouvelle théorie, en tout cas. Mais, pour moi, on peut très bien aller faire un deuxième test ici, remonter, prendre la liquidité là, redescendre, casser le ST, prendre la liquidité du STB et repartir. On pourra avoir très très bien quelque chose comme ça pour pouvoir renforcer justement la prise de liquidité ici. Et donc ce serait aussi dans quelque chose qui est défini depuis un certain temps, c'est que nous sommes ici dans une zone de range. Une zone de range de consolidation, de création de liquidité, et ce qui est en même temps logique, c'est-à-dire que quand nous sommes dans... parce que le marché c'est un ensemble psychologique, comme nous sommes dans une incertitude, qu'elle soit géopolitique, autour de la régulation des crypto-monnaies, on a quand même pas mal de projets qui sont en cours, une instabilité géopolitique en Europe avec l'invasion de l'Ukraine par les Russes, il est logique d'avoir du coup un range. Parce que c'est une phase de consolidation du marché face à une incertitude. Donc on crée tout simplement une zone de confort pour pouvoir ensuite prendre la liquidité haute, basse et faire un mouvement. Et ça nous confirme que globalement on a aussi ça à mettre de côté, à se garder. Et ça je vous expliquerai certainement dans la suite des quotidiennes si ça se confirme par la suite, comment réagir dessus. Mais tant qu'on n'a pas d'invalidation, là, la schématique est, en tout cas, de notre côté, totalement respectée. Alors, on va se faire un petit point sur Ichimoku, voir où on en est, un peu à notre habituel. On n'a pas encore de gros signal de vente. On a eu quand même une invalidation d'une reprise. On est toujours dans quelque chose qui est excessivement baissier. On a retrouvé les deux... On a de la place pour descendre. Par contre, ici, on est bloqué. Donc, il n'y a rien de transcendant, en tout cas au niveau d'Ichimoku, sur la partie contrat à terme CME. On va regarder parce que c'est toujours différent le BTC UST. Mais sur cette partie-là, sur le CME, on n'a pas d'indication Ichimoku d'un sell à effectuer ou d'une reprise d'achat.
Donc on est toujours dans une incertitude, et une incertitude qu'on va aussi très vite voir sur ce graphique là. Alors on va juste avant nettoyer cette partie, voilà. Et là c'est beaucoup plus parlant, donc nous sommes revenus sur le graphique de Binance, BTC, USDT pardon, pour voir un petit peu où on en est au niveau d'Ishimoku. On a quand même une schématique qui est en train d'apparaître, avec ici on a quand même pas mal de place au niveau de la LS. On n'a pas une cassure franche qui est effectuée là, et surtout c'est ça. Là on voit que on a une incertitude qui se met en place. Ça, c'est une schématique de range qui se met en place au niveau d'Ishimoku. Donc ça veut dire que on va avoir des sellers et des buyers de range qui vont mettre en place tout simplement leur setup de trading. C'est un gros avantage. C'est un gros avantage. Ça veut dire qu'on va avoir un renforcement de la résistance, un renforcement du support, ce qui est logique, et donc du coup un renforcement des liquidités au-dessus, un renforcement des liquidités en dessous. Et ce qui est intéressant, c'est que ça renforce encore plus le week-off qui est en train de se mettre en place. Et je trouve que c'est excessivement intéressant de voir ça. Et c'est pour ça que généralement j'ai tendance à regarder Ishimoku. C'est pas quelque chose qui me donne des indications de trading, mais c'est quelque chose qui va en tout cas m'indiquer comment les gens fonctionnent par rapport à ce qu'ils voient et comment eux se mettre en place par rapport à ça. Voilà. Alors, c'est assez rare que je le fasse, mais on va le faire là parce que ça fait vraiment longtemps qu'on l'a pas fait. On va regarder un petit peu au niveau weekly où on en est. Au niveau weekly, c'est encore plus flagrant de voir, on va juste cacher ça, où on voit que vraiment ici on a vraiment une zone d'incertitude très très forte. Et quand on voit des bougies comme ceci, comme celle-là, donc les 2 dernières semaines, qui est dû à un certain nombre d'annonces, mais ces 2 dernières semaines sont vraiment symptomatiques du marché en lui-même. C'est-à-dire qu'on va chercher les liquidités basses, on va chercher les liquidités hautes. Je vous ai expliqué que notamment nous avons eu des grosses liquidations durant une semaine, et ça se voit. Enfin voilà, quand on voit des bougies comme ça, c'est des bougies de liquidation qui sont effectuées, qui sont aussi le reflet de l'incertitude du marché et de la problématique de liquidité. On n'arrive pas à créer des mouvements forts, donc du coup, qu'est-ce qui se passe ? On crée une zone dans laquelle on liquide en haut, on liquide en bas, et on va continuer, je pense, encore au moins un petit peu comme ça. Alors, si on regarde d'ailleurs, c'est intéressant, si on regarde Ishimoku, là-dessus, qu'est-ce que l'on voit ? Alors, on voit qu'on a quand même un retournement, un possible retournement, si jamais on casse, en effet, les zones... Ah oui, si on casse cette zone-là, donc c'est-à-dire les 37 000, allez, on va descendre un tout petit peu plus bas, mais si on casse les 37 000, on pourra avoir un signal. Parce que là, on a de la marge de descente. On pourrait descendre jusqu'au 34 500. Donc là, en weekly, par contre, on va avoir sur Ishimoku un potentiel signal. Alors, c'est pas encore, on va prendre le temps, mais en tout cas, dans les semaines qui viennent, en fonction des différentes bougies que l'on a, si on renforce le week-off que l'on a par la suite, donc c'est une continuité de la baisse pour aller renforcer et récupérer de la liquidité en bas, on aura, au niveau d'Ishimoku en tout cas, un signal qui arrivera de vente. Un signal qui pourra donc du coup accentuer des prises de position fortes à la baisse. Donc, parce que là, ce qu'on attend globalement de cette bougie sur la semaine qui vient, c'est d'aller renforcer le support en bas. D'accord ? Donc, quelque chose qui va descendre. Donc, ici, on va avoir une continuité de la baisse. Là, on va descendre. On va avoir l'ALS qui potentiellement va casser ici. Et donc là, on pourra avoir un début de signal de chute au niveau d'Ishimoku et de prise de position en short, et cette prise de position en short accentuera une potentielle baisse. Donc là, il va falloir vraiment garder les yeux dessus, parce qu'il ne faut pas oublier que Ishimoku est utilisé grandement, notamment pour des institutionnels et sur du trading de retail, donc ça a un poids fort, notamment sur les actions. Tout simplement, on voit tous la même chose, on réagit différemment en fonction des indicateurs qu'on a, d'où l'intérêt de connaître un maximum de techniques et de suivre un maximum d'indicateurs pour avoir un sentiment global et voir la même chose que tout le monde en fonction des différents indicateurs et pouvoir se placer par rapport à ça. Voilà. Un petit peu l'idée. Donc c'est intéressant en début de semaine de faire ce petit setup, voir ce qui se passe, étant donné que Ishimoku prend beaucoup de temps à se mettre en place.
c'est pas du trading qui est à effectuer régulièrement, et donc ça permet de voir sur une vision long terme comment ça se déroule. On va faire maintenant petit point sur le 1 heure, où on en était par rapport à ça. Nous sommes donc dans le retracement ABC. Je vous avais dit qu'on avait deux schématiques de Wyckoff qui se mettaient en place, avec la schématique verte BC, AR, ST, SO, ALPSI. Ici, on n'a pas validé la cassure du ST et on chute, donc avec potentiellement une chute. Cette schématique verte serait validée par une cassure du SO, donc il faut impérativement casser les 34 325 pour valider le vert. Et pour invalider le vert, il faut casser et valider avec une belle bougie au-dessus du ST, donc c'est-à-dire au-dessus des 44 775. On a une autre schématique qui est en suspens et que je garde dans tous les cas en tête, qui est le BCAR-ST SO et un UT, donc avec prise de liquidité. Ici, une belle distribution, prise de liquidité du BC par tout simplement le cours. Donc on validerait la prise de liquidité du BC pour valider la distribution de Wyckoff et donc ensuite chuter. Alors soit on fait un UTAD derrière, mais soit chuter. Pourquoi on a ça et on garde ça? Parce que la première impulsion haussière nous donne un 1,618 à 46 000, le 2 à 49 000, et que la première impulsion haussière de cette première vague nous donne un objectif de 1 pour 1 à 47 258. Ça, je le garde vraiment en tête, c'est très important, parce que on n'a toujours pas invalidé tant qu'on n'a pas cassé cet inducement qui se trouve ici. D'accord? Donc tant qu'on n'a pas cassé ça, les deux sont toujours viables, et c'est très important de pouvoir le confirmer. Ce qui s'est passé ici, je vous avais donné des premières indications sur le sell qui allait avoir lieu, avec notamment les deux order blocks. On voit qu'on a tapé dedans tout de suite, et ensuite on est descendu. Il y avait 3 opportunités pour rentrer, et on voit qu'on a eu quand même une belle baisse qui s'est effectuée. Alors, si jamais on a pris la dernière entrée, on voit qu'on a pris 14% si jamais on est toujours dans le trade. En l'occurrence, voilà, moi je suis sorti ici, tout simplement sur la consolidation qui s'est effectuée, tout simplement pour pouvoir valider ma prise de profit, tout simplement. Alors, qu'est-ce que l'on a en termes d'une heure? Qu'est-ce qu'on peut escompter au niveau du prix? Ce qui peut se passer, la première chose qu'on va faire, c'est on va tirer ici une extension sur cette première impulsion baissière, voir où ça nous mène. On voit que on a travaillé la zone de 2,618, donc une extension de Fibonacci du nombre d'or 1,618, donc du coup on a des extensions à 2,618, 3,618, 4,618. On voit qu'on a travaillé cette zone là. On a une première intention baissière qui est ici, une seconde intention baissière, consolidation le week-end, donc du coup on a assez peu de liquidité. On va regarder comment le marché américain va se passer à l'ouverture de cet après-midi, mais il est possible en effet qu'on aille chercher le 3,618 à 35 338. On sait qu'on a un order block juste au-dessus sur lequel on pourra avoir un effet de support fort, donc prise de liquidité, fermeture, et on repart faire lutter. Donc ça c'est quelque chose que l'on a en tête, que je vous ai présenté il y a maintenant un peu plus d'une semaine. Et on a à côté par contre le 4,618, donc objectif très fort, qui se trouve pile poil au niveau de la prise de liquidité du dernier SC. Alors, vous savez que j'aime beaucoup tout ce qui est concordance. Quand je commence à avoir un certain nombre de niveaux qui me donnent des informations, j'ai tendance à penser qu'on va aller chercher plus bas. Et là, en l'occurrence, le cours me dit quand même, j'ai un objectif là, j'ai de la liquidité là, j'ai une schématique de Wyckoff qui se met en place, j'ai une validation de ABC, j'ai la schématique verte de Wyckoff qui est là, j'ai la schématique noire que je vous ai présentée tout à l'heure d'accumulation avec une volonté d'aller chercher plus bas. Bon, je commence à avoir quand même des indications pas mal. Et donc, c'est pour ça que je privilégie encore ce biais-là, même si dans ma tête, je garde toujours un biais, une vision qui est quand même très bullish par rapport à l'ensemble du marché. L'autre élément à prendre en compte, c'est que le retracement en lui-même de cette première montée, donc de cette poussée ici, est le 786 à 36 724. Il est évident que si celui-là, on le pète et qu'on le valide avec une belle bougie, ça veut dire qu'on va aller chercher forcément le 3,618 à 35 000. Et là, si on n'a pas de réaction sur l'order block et pas de réaction ici, c'est que là, par contre, on va enfoncer et on va enfoncer directement, aller chercher le niveau fort de SC. A savoir que ici, on a quand même beaucoup de liquidité qui se trouve là. Ici, on a un énorme bloc de liquidité qui est là. Donc, on va avoir une réaction forcément haussière quand on va aller là. On va avoir des potentiels de scalp qui vont se mettre en place. En tout cas, par rapport ici à ces zones-là.
L'autre élément que je voulais vous donner pour terminer cette vidéo, c'est le pétrole qui continue toujours cette progression où on a travaillé le 2,618 à 124 dollars. Je vous avais donné l'indicateur la semaine dernière en vous disant qu'on allait chercher forcément cette zone-là. On a le prochain qui se trouve, donc on a une zone de liquidité qui est à 128 dollars. Et le prochain, par contre, il est à 148. D'accord. Donc là, ça nous fait quand même une grosse progression. Et on atteindrait justement des sommets. Et il est vrai que l'instabilité politique et la problématique d'approvisionnement en matières premières jouent énormément sur forcément ce qui va remplacer, donc c'est-à-dire le pétrole. Donc il n'est pas impossible de voir une continuité de la hausse, toujours en belle bougie verte, parce que si on regarde ça, regardez, une, deux, d'avoir une continuité de cette 2 et potentiellement une 3 qui arrive pour valider la prise de liquidité des 148. Et là, je pense que on aurait tout simplement ici une correction qui se ferait suite à cette prise de liquidité. Pourquoi? Parce que tout simplement, arrivé à 148 dollars, on va avoir une régulation qui va se mettre en place, une régulation liée aux producteurs de pétrole. Donc on a déjà eu une première information, on nous a dit qu'on allait ouvrir un petit peu plus les vannes, donc on allait avoir une augmentation de la production de pétrole, mais il est évident que si on arrive à 148 dollars, on aura quelque chose qui va forcer l'ouverture et l'augmentation de pétrole, donc on va avoir forcément une chute, une régularisation, et une régulation, pardon, qui va s'effectuer, possiblement une consolidation qui se fera dans les 120 dollars, entre 100 et 125 dollars. C'est quelque chose que je vois au niveau de cet indice par rapport à ce qui se passe. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.